C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. On a tous déjà eu ce sentiment, en regardant le ciel la nuit, ce vertige. On se sent minuscule, mais on a du mal à saisir les vraies échelles. C'est ça, les chiffres sont tellement grands qu'ils ne veulent plus rien dire. Exactement. Pensez-y une seconde. Faire le tour de la Terre à pied, ça prendrait 3 ans. Déjà. Un voyage sur Mars, c'est 6 à 9 mois de fusée. Et ça, c'est la porte à côté. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Oui, Notre sonde la plus rapide mettrait 70 000 ans pour y aller. 70 000. C'est inimaginable. Et je parle même pas de traverser notre galaxie ou d'aller jusqu'à la galaxie voisine Andromède. L'univers observable, c'est une immensité qui nous dépasse complètement. Et c'est justement cette immensité qui, quand on la confronte aux lois de la physique, pose une des plus grandes questions. Oui, et c'est la question qui va nous guider. Notre univers, il a l'air réglé au millimètre près pour qu'on puisse exister. Alors, hasard incroyable, intention cachée ou Ou autre chose. autre chose. L'idée que peut-être au-delà de ce qu'on peut voir, il n'y a pas le vide, mais d'autres univers, le fameux concept du multivers. Un concept qui est déjà un paradoxe en soi. Univers, ça vient du latin universum, l'ensemble de tout ce qui existe. Donc comment il pourrait y avoir plusieurs tout? C'est toute la question. Mais, et c'est crucial, cette idée ne sort pas de la science-fiction. Elle a émergé, presque malgré eux, des équations des physiciens. Ce sont les maths qui les ont menés là. Exactement. En suivant la logique de la physique quantique, de la cosmologie, ils sont tombés sur cette conclusion vertigineuse. Alors, pour cette enquête, on va se pencher sur 3 de ces pistes. Et on commence par la plus bizarre, je crois, en plongeant dans l'infiniment petit, le monde quantique. Oui, c'est un excellent point de départ. Parce que c'est un monde où toute notre intuition, elle ne fonctionne plus. D'accord. Une particule, comme un électron, elle n'a pas une position fixe. Elle est comme un nuage de probabilité. C'est ça la superposition. Elle est potentiellement à plusieurs endroits à la fois. Attendez, j'ai toujours eu du mal avec ça. C'est une façon de dire qu'on ne sait pas où elle est, ou elle est vraiment à plusieurs endroits. Elle est vraiment dans cet état superposé. Pensez à une pièce de monnaie qui tourne en l'air. D'accord? Pour nous, elle est soit pile, soit face. On ne le sait juste pas encore. Dans le monde quantique, tant qu'on ne la regarde pas, elle est à la fois pile et face. Les deux réalités coexistent. Ah, c'est ça qui nous amène au chat de Schrödinger. Exactement. Ce pauvre chat dans une boîte dont la vie dépend d'une particule. L'idée qu'il soit vivant et mort en même temps, ça me paraît juste absurde. Ça l'était aussi pour Schrödinger. Il a inventé cette expérience de pensée pour montrer à quel point il trouvait ça ridicule. Ah d'accord. Le problème, c'est que la théorie, elle marche. Sans cette superposition, on n'aurait pas de laser, pas d'ordinateur, pas d'IRM. C'est la théorie la plus solide de toute la science. On est coincé alors. On est coincé. On ne voit jamais de chat mi-vivant, mi-mort, bien sûr. Car au contact de notre monde, cet état de superposition est hyper fragile. Il est détruit presque instantanément par ce qu'on appelle la décohérence. D'accord, donc la superposition disparaît. Mais ça laisse une question. Quand j'ouvre la boîte, je trouve un chat soit vivant, soit mort. Une seule des 2 options. Où est passé l'autre? C'est le cœur du problème de la mesure. L'interprétation classique, celle de Copenhague, dit que l'acte d'observer force la nature à choisir. On appelle ça l'effondrement de la fonction d'onde. Mais c'est pas très satisfaisant. Pourquoi observer aurait un tel pouvoir? C'est ça la question. Et c'est là qu'un jeune physicien, Hugh Everett, a proposé en 1957 une idée aussi simple que terrifiante. Qui est? Et si il n'y avait jamais d'effondrement? Si la nature ne choisissait jamais? Ah, Everett dit que toutes les possibilités se réalisent. Toutes. Au moment où vous ouvrez la boîte, l'univers se divise en 2. Dans une branche, une copie de vous trouve un chat vivant. et dans l'autre? Dans une autre branche, une autre copie de vous, dans un univers tout aussi réel, trouve un chat mort. Attendez, ça veut dire qu'il y a une version de moi qui a décidé de ne pas faire cette discussion? Et une autre qui est devenue, je sais pas moi, boulanger? Exactement. Et bien plus encore. C'est un arbre cosmique qui se ramifie des milliards de fois par seconde à chaque micro-événement quantique. Chaque branche est un univers. Et ces univers sont aussi réels que le nôtre? Totalement. Mais inaccessibles des uns aux autres. La force de cette théorie, c'est qu'elle est très élégante mathématiquement. Elle ne fait que prendre les équations au pied de la lettre. Et sa faiblesse, j'imagine? C'est qu'elle semble invérifiable. On ne peut pas appeler nos autres nous pour vérifier. C'est fascinant et un peu angoissant. Mais passons à notre deuxième piste, si vous voulez bien. On quitte l'infiniment petit pour l'infiniment grand, la cosmologie. Oui, on change complètement d'échelle.
Et là, les cosmologistes ont buté sur une autre énigme insolue, le problème de l'horizon. Le problème de l'horizon. Quand on observe la plus vieille lumière de l'univers, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, on s'aperçoit qu'il a la même température partout. Une uniformité incroyable. Et pourquoi c'est un problème? J'aurais pensé que c'était normal. Eh bien non, pas du tout. Imaginez deux personnes qui ne se sont jamais vues, jamais parlé, qui ont grandi à des milliers de kilomètres, et un jour elles se rencontrent et elles sont habillées pareil, coiffées pareil, Je trouverais ça très suspect. de voyager de l'une à l'autre depuis le Big Bang. D'accord, je vois le problème. Alors, comment on l'explique cette coïncidence? Dans les années 80, un physicien, Alan Guth, a eu une idée géniale. L'inflation cosmique. L'inflation. Oui. L'idée, c'est que juste après le Big Bang, dans une fraction de seconde, l'univers a connu une expansion exponentielle. Démentiel. Il a grandi beaucoup plus vite que la lumière. Plus vite que la lumière? Imaginez un ballon minuscule qu'on gonflerait à la taille de l'univers en un instant. Des régions qui étaient en contact au tout début, et donc à la même température, se sont retrouvées projetées à des milliards d'années-lumière les unes des autres, d'où l'uniformité qu'on voit aujourd'hui. Et cette théorie, elle est solide. Très solide, soutenue par beaucoup d'observations, même si on cherche encore la preuve directe. Et c'est là qu'intervient le multivers. C'est l'étape d'après, grâce à un autre physicien, André Linde. L'inflation éternelle. L'idée, c'est que ce processus d'inflation, une fois lancé, ne s'arrête jamais vraiment partout en même temps. C'est-à-dire? Il faut imaginer un océan d'énergie en ébullition perpétuelle. De temps en temps, une petite zone de cet océan se calme. L'ébullition s'arrête. L'énergie se transforme en matière et hop, c'est un Big Bang local. Une bulle univers. Une bulle univers, comme la nôtre. Mais tout autour, l'océan continue de s'étendre et de bouillir, créant sans cesse de la place pour que de nouvelles bulles, de nouveaux univers apparaissent. Sans fin. Donc là, on parle plus de copies de notre monde, mais d'une infinité d'univers bulles, chacun avec potentiellement ses propres lois. C'est ça, une production éternée d'univers. Ce qui veut dire que tout ce qui est possible physiquement finit par arriver quelque part. Un univers sans étoiles, un autre où la gravité est plus forte. Mais j'imagine que cette théorie a ses faiblesses aussi. Deux faiblesses majeures. La première, c'est qu'on est coincé dans notre bulle, donc impossible d'observer les autres. Et la seconde, c'est un vrai casse-tête. Dans un ensemble infini, comment on calcule des probabilités? Si tout arrive une infinité de fois, la théorie ne peut plus rien prédire. Et une théorie qui ne prédit rien, Ce n'est plus vraiment de la science. on est à la limite. On a donc un multivers quantique et un multivers cosmologique. Reste la troisième piste, la plus spéculative peut-être, la théorie des cordes. Oui, le saint Graal de la physique. Son but, c'est d'unifier les deux grandes théories du XXe siècle. La mécanique quantique pour l'infiniment petit et la relativité générale pour la gravité. Et l'idée de base, c'est que les particules ne sont pas des points. Mais de minuscules cordes qui vibrent. Chaque vibration donne une particule différente. Un peu comme les notes d'un violon, sont juste des vibrations différentes de la même corde. Et où est le multivers là-dedans? Pour que les maths tiennent la route, la théorie exige quelque chose d'étrange. Que notre univers ait plus de dimensions spatiales, 10 ou 11 au total. Des dimensions supplémentaires? Oui, mais qui seraient repliées sur elles-mêmes à une échelle si petite qu'on ne les voit pas. Imaginez un tuyau d'arrosage. De loin, c'est une ligne, une seule dimension. Mais de près, une fourmi peut se déplacer sur sa surface, dans une deuxième dimension. D'accord. Et le point clé, c'est qu'il y aurait plusieurs façons de replier ces dimensions. Une multitude astronomique. Les équations autorisent un nombre de solutions qui est estimé à 10 puissance 500. 10 puissance 500. C'est un 1 avec 500 zéros. C'est un nombre qui dépasse l'entendement. Il y a seulement 10 puissance 80 atomes dans tout notre univers observable. Et chaque solution, c'est un univers. Exactement. C'est ce qu'on appelle le paysage de la théorie des cordes. Chaque façon de replier les dimensions crée un univers avec ses propres lois, ses propres constantes physiques. Et ça répondrait au fameux problème du réglage fin? Précisément. Cette idée que les constantes de notre univers, la force de la gravité, la masse de l'électron, tout semble parfaitement ajusté pour que la vie apparaisse. Si on changeait un tout petit peu quelque chose, Plus d'étoiles, plus d'atomes stables, pas de nous. pourquoi ce réglage parfait? Le paysage des cordes offre une réponse statistique. Sur 10 puissance 500 univers, il est juste inévitable qu'il y en ait quelques-uns qui, par pur hasard, aient les bons réglages. Et on est forcément dans l'un d'eux, sinon on ne serait pas là pour se poser la question. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Ça change toute la perspective.
La question n'est plus pourquoi notre univers est si parfait, mais comment aurait-il pu ne pas y en avoir un de parfait avec autant d'essais? Voilà. Mais ça a un coût. Une théorie qui permet 10 puissance 500 univers différents, elle ne prédit plus rien de spécifique sur le nôtre. C'est la critique la plus forte contre cette approche, oui. Si tout est possible, alors la théorie n'explique plus rien de précis. Elle risque de perdre son statut de théorie scientifique. Bon, alors si on résume, on a exploré 3 pistes, toutes fascinantes. Mais aucune ne nous donne de preuves. Aucune. C'est le point clé. Aucune de ces théories ne prouve le multivers. Elles le suggèrent toutes comme une conséquence possible, voire probable, de leurs équations. Mais ça reste une conséquence. Et comme ces autres univers sont inaccessibles. On se retrouve dans un débat fondamental au sein de la communauté scientifique. Est-ce que c'est encore de la science ou est-ce qu'on bascule dans la métaphysique? Il n'y a pas de réponse claire? Non, pas pour l'instant. Mais au-delà de la physique, il y a la fascination que cette idée a sur nous. On la retrouve partout, dans les films, les livres. Pourquoi ça nous parle autant? Je pense que ça touche à quelque chose de très profond, oui. L'idée que, quelque part, nos échecs sont des réussites, que les regrets n'ont pas eu lieu, c'est une sorte de consolation, non? Un baume sur nos blessures existentielles, en quelque sorte. Mais je crois qu'on peut aussi voir les choses complètement à l'inverse. C'est-à-dire? Et si la vraie leçon du multivers n'était pas de dévaluer notre réalité, mais au contraire de lui donner une valeur inestimable. Hein? En nous montrant cette infinité de possibles, cette idée nous force à nous demander ce qui est réel, notre réel. La conclusion n'est peut-être pas que rien n'a d'importance, puisque tout existe ailleurs. C'est peut-être l'inverse. Puisque nous n'avons accès qu'à cette seule et unique version de l'histoire, alors chaque instant, chaque choix dans cette branche devient extraordinairement précieux. Nous sommes les auteurs de cette histoire-ci. Uniquement celle-ci. Exactement. Et ça, loin de nous perdre dans l'infini, ça nous ramène peut-être à la valeur unique et irréparable de notre propre univers. Tu n'es pas encore abonné.